Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Les réformes des retraites continuent d'alimenter la polémique en France alors que des organisations syndicales appellent à la mobilisation à partir du 7 mars. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, tente de contenir cette mobilisation en mettant en garde contre les risques économiques, écologiques et sanitaires liés à un éventuel arrêt du pays. Pendant ce temps, les sénateurs ont approuvé en commission le projet de réforme des retraites du gouvernement qui est en cours d'examen depuis aujourd'hui dans l'hémicycle, et ce jusqu'au 12 mars. Le gouvernement tente de prévenir une grève nationale reconductible contre la réforme des retraites qui devrait débuter le 7 mars. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a lancé un avertissement sévère à l'encontre des organisations syndicales lors de la sortie du Conseil des ministres le 1er mars. Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Alors que chaque seconde compte, le gouvernement a demandé au préfet de prendre dès à présent des mesures exceptionnelles, graduelles, temporaires, de limitation ou de suspension des usages de l'eau non prioritaires pour les particuliers et les professionnels. Véran a également souligné que la grève pourrait coûter cher au pays, notamment en termes de pouvoir d'achat, en rappelant les mesures adoptées en 2022 pour préserver la situation financière des citoyens. Lors de son discours, le porte-parole du gouvernement a multiplié les propos alarmistes. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V. Ces propos ont été vivement critiqués par les partis de gauche, notamment la NUP, dont les députés ont exprimé leur indignation face à l'insuffisance des actions gouvernementales pour lutter contre le changement climatique. De son côté, le socialiste Boris Vallaud a tourné les propos du ministre en dérision. Et face à cet apocalypse, le gouvernement ne retirerait pas sa réforme des retraites. Parallèlement, les sénateurs majoritairement de droite ont approuvé mardi en commission le projet de réforme des retraites du gouvernement, avec une version amendée incluant une disposition favorable aux maires. Le texte sera examiné dans l'hémicycle à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 mars. La Finlande a commencé mercredi à travailler sur une section pilote de la clôture qu'elle prévoit de construire le long de certaines parties de sa frontière avec la Russie. La section pilote mesure environ 1,5 km, mais le mur principal devrait couvrir jusqu'à 240 km. La clôture coûtera environ 139 millions d'euros et constitue une promesse faite à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. À l'heure actuelle, la frontière couverte de forêts n'est marquée que par des panneaux et des cordes sur la majeure partie de ces 1300 km de long. La Finlande est candidate à l'adhésion à l'OTAN. Et après des décennies de prudence militaire, l'invasion russe en Ukraine a déclenché des changements importants pour les forces armées allemandes. Berlin a massivement augmenté ses dépenses, affirmant qu'elle consacrera en permanence au moins 2% de son PIB à la défense. Il y a plus d'un an, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que l'invasion de l'Ukraine par la Russie constituait un tournant. Depuis lors, l'Allemagne est devenue le premier fournisseur d'armes de l'Ukraine sur le continent. Un changement de politique remarquable, étant donné qu'auparavant l'Allemagne ne fournissait pas d'armes à un pays en guerre. Rappelons-nous que quelques semaines avant l'invasion, Berlin avait suscité la dérision en annonçant qu'elle livrerait 5000 casques militaires à l'Ukraine en signe de solidarité. Ce tournant a déclenché une augmentation massive des dépenses des forces armées allemandes à la mi-2022, qui a reçu le soutien des législateurs, y compris du principal groupe d'opposition. Le budget fédéral 2022 dotera ce fonds spécial d'une somme unique de 100 milliards d'euros. Nous utiliserons ces fonds pour les investissements nécessaires et les projets de défense. Selon un expert en défense, le redressement militaire de l'Allemagne a encore un long chemin à parcourir. Il a fallu du temps pour mettre en œuvre les changements dans le système ministériel allemand, dans la bureaucratie. Et si l'on regarde les chiffres, on doit dire que jusqu'à présent, cela n'a pas vraiment été mis en œuvre. Depuis la Seconde Guerre mondiale, Berlin s'est montrée prudente en matière d'agression militaire. Pendant la guerre en Ukraine, elle a été critiquée pour avoir été trop hésitante dans le renforcement de son soutien, notamment en ce qui concerne la fourniture de chars de combat le mois dernier. Et une grande partie de ces 100 milliards d'euros reste encore à être utilisée par l'armée allemande. Après des années de négligence et d'équipements vétustes et peu performants, Berlin a déclaré ce mois-ci qu'elle consacrerait irrévocablement au moins 2% de son PIB à la défense.
Mais cela doit être clair pour tout le monde, nous ne serons pas en mesure d'accomplir les tâches qui nous attendent avec un peu moins de 2%. L'Allemagne est très loin d'avoir atteint l'objectif clé de l'OTAN. Les chiffres de la mi-2022 estiment les dépenses de défense de l'année dernière à moins d'1,5%. Les entreprises de défense allemandes se sont plaintes du peu de commandes. Mais pour ce qui est du problème d'image de l'Allemagne en tant que fournisseur d'armes, il pourrait y avoir une autre raison. Si vous voyez la longue liste de ce que l'Allemagne a livré, c'est assez impressionnant. En même temps, le gouvernement allemand est très mauvais en matière de communication. Ils n'ont pas vraiment été capables de communiquer ce qu'ils ont fait. Et en Grèce, les sauveteurs continuent de rechercher des survivants et des corps après qu'un train de passagers et un train de marchandises se sont percutés de plein fouet dans le nord du pays pendant la nuit. Des dizaines de personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées. Il s'agit de l'accident ferroviaire le plus meurtrier jamais enregistré dans le pays. Un chef de gare local a été arrêté et le ministre des Transports a démissionné. Dans le nord de la Grèce, mardi en fin de journée, au moins 36 personnes sont mortes après qu'un train de passagers soit entré en collision frontale avec un train de marchandises. Selon les autorités, le bilan devrait encore s'alourdir. La température dans un wagon a atteint plus de 1000 degrés Celsius alors qu'il était en proie aux flammes. Le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis s'est rendu sur les lieux de l'accident mercredi matin et a promis de veiller à ce qu'un tel accident ne se reproduise jamais. Ce que nous vivons aujourd'hui est très difficile en tant que pays. Nous parlons d'une tragédie indescriptible. Nos pensées aujourd'hui vont d'abord et avant tout aux proches des victimes. Les autorités ont arrêté un chef de gare local et l'ont accusé d'homicide involontaire par négligence. Le ministre des Transports a démissionné, déclarant qu'il assumait la responsabilité des échecs de longue date de l'État en matière de réparation du système ferroviaire. Le train de passagers transportait plus de 340 voyageurs et membres d'équipage, tandis que 2 membres d'équipage se trouvaient dans le train de marchandises. Les survivants ont déclaré que plusieurs passagers ont été projetés à travers les fenêtres des wagons en raison de l'impact, tandis que d'autres ont lutté pour se libérer après que le train se soit déformé. La première image était effrayante, car il y avait beaucoup de gros morceaux d'acier. Les trains étaient complètement détruits, aussi bien le train de passagers que le train de marchandises. Le train de passagers roulait à environ 160 km/h et il y a eu une collision frontale évidente. La plupart des victimes seraient des étudiants universitaires qui rentraient d'un long week-end férié. Plus de 60 personnes ont été hospitalisées, dont 6 en soins intensifs. Les parents attendent des nouvelles de leurs proches à l'extérieur de l'hôpital. Nous voulons voir s'ils sont à l'intérieur. C'est tout ce que nous demandons. Et bien sûr, nous voulons que tous les responsables paient pour ce gâchis grec. Des trains qui déraillent en 2023, c'est de la folie. Des dizaines de personnes faisaient la queue pour donner leur sang après l'incident. Les drapeaux ont été mis en berne à Athènes ainsi qu'à Bruxelles en hommage aux victimes. Le gouvernement grec a déclaré 3 jours de deuil national. Twitter s'attaque aux menaces de violence sur sa plateforme. Une nouvelle politique stipule que les utilisateurs peuvent être suspendus de manière permanente pour avoir fait certaines déclarations. Voici l'histoire. Twitter interdit l'incitation et la glorification de la violence ou du mal. L'entreprise a mis en place mardi une politique relative aux discours violents destinée à lutter contre les menaces de violence sur la plateforme. Elle se lit comme suit. Twitter est un lieu où les gens peuvent s'exprimer, s'informer sur ce qui se passe et débattre des problèmes mondiaux. Cependant, les conversations saines ne peuvent pas prospérer lorsque des discours violents sont utilisés pour faire passer un message. Les menaces violentes sont un exemple de discours violent. Twitter les décrit comme suit: menace de tuer, de torturer, d'agresser sexuellement ou de blesser quelqu'un de toute autre manière. Les utilisateurs ne peuvent pas non plus souhaiter, espérer ou exprimer le désir de nuire. Cela inclut espérer que d'autres personnes meurent, souffrent de maladies ou d'incidents tragiques, etc. Il s'agit d'un revirement par rapport à la politique précédente de Twitter qui stipulait que le fait de souhaiter ou d'espérer que quelqu'un subisse un préjudice physique n'était pas contraire aux règles de l'entreprise. Que se passe-t-il donc si quelqu'un enfreint cette politique? Elle stipule: dans la plupart des cas, nous suspendrons immédiatement et définitivement tout compte qui enfreint cette politique. Mais cela ne s'applique pas à toutes les violations. Les auteurs de violations moins graves peuvent être temporairement privés de leur compte. Ils risquent toutefois une suspension permanente s'ils continuent à violer la politique après avoir retrouvé l'accès à leur compte.
Il existe toutefois des exceptions à ces nouvelles règles, comme les discours hyperboliques et consensuels entre amis, la satire ou l'expression artistique, etc. Bien qu'il se décrive comme un absolutiste de la liberté d'expression lorsqu'il a pris le contrôle de Twitter, Elon Musk a déclaré qu'il veillerait à ce que les discours violents ne se répandent pas sur la plateforme. Musk a déjà fait la une des journaux pour avoir rétabli des comptes controversés tels que ceux d'Andrew Tate, de Babylon Bee et d'autres. Il a banni Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, après une série de remarques antisémites. Le directeur du FBI, Christopher Wray, affirme qu'une fuite d'un laboratoire chinois a probablement causé la pandémie du Covid-19. Cela fait suite à un rapport du département de l'énergie qui a conclu la même chose. Voici Wray sur Fox News discutant de l'enquête. On l'écoute. Le gouvernement chinois, me semble-t-il, a fait de son mieux pour essayer de contrecarrer et d'obscurcir le travail effectué ici. Le travail que nous faisons, le travail que notre gouvernement américain et nos proches partenaires étrangers font. Wray dit que le FBI a évalué depuis un certain temps maintenant qu'une fuite de laboratoire en était probablement la cause. 4 autres agences ainsi qu'un groupe national de renseignement jugent toujours que la pandémie est probablement le résultat d'une transmission naturelle. Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, déclare que le gouvernement américain n'est pas parvenu à une conclusion définitive et à un consensus sur les origines de la pandémie. Le docteur Marty Makary a témoigné hier devant le Congrès sur ce sujet. Il a déclaré qu'il était évident que le Covid provenait de l'Institut de Wuhan. Il a ajouté que la question ne se posait que parce que les Instituts nationaux de la santé, ou NIH, finançaient le laboratoire. Makary a également mentionné comment 2 éminents virologues ont dit au docteur Fauci en janvier 2020 que le Covid provenait probablement du laboratoire. Selon Makary, les 2 scientifiques ont changé d'avis quelques jours plus tard dans les médias. Il a ajouté que les 2 scientifiques ont ensuite reçu un financement de 9 millions de dollars de la part du NIH. Le NIH maintient que les preuves suggèrent que le Covid est d'origine naturelle. Et parlons maintenant de l'armement des superpuissances américaines et chinoises. Les avertissements concernant l'expansion militaire de Pékin sont de plus en plus présents. Le dernier en date vient du secrétaire à la marine américaine Carlos del Toro. Il dit que la Chine devance les États-Unis dans un domaine clé. Les États-Unis se laissent distancer par la Chine en termes de production de navires de guerre. C'est l'avertissement lancé par le secrétaire à la marine Carlos del Toro lors de son discours au National Press Club. Selon le chef de la marine, Pékin souhaite disposer de plus de 400 navires d'ici 2030 contre 340 actuellement. En comparaison, les États-Unis possèdent actuellement moins de 300 navires. Le Pentagone prévoit de déployer 350 navires de guerre d'ici 2045, ce qui est encore loin derrière la Chine. Et c'est sans compter le retrait des vieux navires. Del Toro souligne que la production des chantiers navals de Pékin constitue une menace réelle, alors que la Chine possède 13 chantiers navals qui produisent des navires de guerre. Les États-Unis n'en ont que 7. Selon Del Toro, l'un des facteurs clés de cet écart est que les États-Unis ont du mal à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Mais la Chine communiste ne voit aucune restriction à l'utilisation de sa main-d'œuvre. Il explique, ils utilisent l'esclavage pour construire leurs navires, mais c'est ce à quoi nous sommes confrontés, et cela présente un avantage significatif. Il prévient que le changement potentiel de la dominance navale pourrait ébranler l'ordre mondial, compte tenu des menaces de la Chine sur Taïwan et la mer de Chine méridionale. Mais cela ne signifie pas que les États-Unis ont perdu leur position de superpuissance en mer. Del Toro souligne, je cite, « À bien des égards, nos constructeurs de navires sont meilleurs. C'est pourquoi notre marine est plus moderne, plus performante et plus meurtrière que la leur. Ils forment leurs gens à se battre, nous formons nos gens à penser. » Il convient de noter que la marine américaine a toujours plus de tonnage que la Chine. Cela signifie des navires plus grands et plus lourdement armés, et des capacités de lancement de missiles plus importantes. Les avatars des chatbots alimentés par l'IA devraient impressionner les visiteurs du salon annuel Mobile World Congress. Andrew Thomas de NTD nous donne les détails des tendances et de ce qui suscite le plus d'intérêt. Le Mobile World Congress est le rendez-vous le plus influent du monde pour l'industrie des technologies mobiles. Les organisateurs attendent pas moins de 80 000 visiteurs du monde entier. Le salon de cette année porte sur les grandes tendances, essentiellement autour de la 5 et de la 6G,
sur ce qui se passe avec la réalité augmentée et sur la façon dont les startups vont utiliser la technologie sans fil à l'avenir. Un certain nombre d'entreprises prévoient de présenter leurs expériences avec le métavers. Je pense que l'importance du métaverse est de pouvoir disposer d'un espace où, même si nous sommes virtuellement séparés et éloignés, nous pouvons nous réunir et combler les lacunes qu'une réunion interpersonnelle peut créer. Et je pense que c'est ce que le métaverse pourrait être à terme. Le métavers pourrait donner un aperçu de l'avenir, mais des doutes sur la réalité virtuelle ont également fait surface. Je pense que la plupart des entreprises technologiques ont appris qu'elles étaient un peu trop optimistes à l'égard de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et du métaverse, et que cela leur a coûté cher. Et donc cette année, tout le monde est beaucoup plus conservateur sur la façon dont ils parlent de la réalité augmentée et des métaverses. Les avancées spectaculaires de l'IA ont retenu l'attention du monde de la technologie. ChatGPT d'OpenAI en est un excellent exemple. Il a suscité des inquiétudes quant aux conséquences involontaires de la technologie. Il y a quelques années, l'IA signifiait simplement prendre de superbes photos sur un smartphone et avoir un logiciel pour les améliorer. Ces jours-ci, avec ChatGPT comme exemple important, il y a plus de discussions autour de cette technologie, son éthique, mais aussi son rôle dans d'autres aspects de l'informatique et des smartphones. Barcelone accueille le Mobile World Congress depuis 2006. Les organisateurs de l'événement ont accueilli plus de 2000 exposants à l'événement de cette année, qui s'est déroulé du lundi 27 février au jeudi 2 mars. Andrew Thomas, NTD Actualité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.